L'effet photoélectrique. Une cellule photoélectrique, c'est un simple dispositif qui permet de détecter électriquement l'intensité lumineuse. On retrouve ça par exemple dans les capteurs qui permettent l'allumage automatique des lumières quand la lumière naturelle est trop faible, comme par exemple dans certains lieux de passage ou lors de l'allumage automatique des phares des voitures. C'est un simple dispositif, mais dont la découverte du fonctionnement a bouleversé complètement la physique au début du XXe siècle. Alors on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Tout d'abord, schématisons la chose. Une cellule photoélectrique, ça contient une ampoule transparente qui est vide d'air, avec une surface métallique C, qu'on va appeler la cathode, et une boucle métallique A, qu'on peut appeler l'anode. C et A ne se touchent pas, par contre ils sont connectés à l'extérieur de l'ampoule à un ampèremètre. Alors, quand on éclaire C avec de la lumière, on mesure un courant qui va de C vers A. Et lorsque C est occulté, donc si on cache la cathode ou s'il fait noir, mais là on ne mesure pas du tout de courant. Donc une cellule photoélectrique, tout simplement, c'est un instrument qui mesure du courant électrique quand la lumière est présente. Mais réfléchissons un peu plus à son fonctionnement. Tu te souviens que l'histoire de sens du courant et sens des électrons, c'est opposé. Donc quand on dit qu'on mesure un courant de C vers A, ça veut donc dire que les électrons dans le circuit, ils vont de A vers C. Et que donc quand on regarde les bornes cathode et anode, si les électrons ils sont parcourus, ils viennent à chaque fois de A jusqu'à C, ça veut dire que dans l'ampoule, il a fallu que les électrons soient arrachés de C pour aller jusqu'à A. Donc si les électrons parcourent le circuit jusqu'à C, c'est que la lumière, qui comme tout le monde le sait est une onde, la lumière a fourni assez d'énergie pour arracher les électrons de la cathode C et les faire traverser le vide jusqu'à l'anode A. Ce transfert d'énergie permet donc de mettre des électrons en mouvement. Mais maintenant, si on joue un peu avec les paramètres de cette cellule photoélectrique, voyons ce qui se passe. Premièrement, imaginons qu'on expose la cathode à une lumière plus intense. Eh bien, ce qu'on constate dans ce cas, c'est que si l'intensité lumineuse augmente, le courant qu'on va mesurer, I, va augmenter aussi. Ok, jusqu'ici tout va bien. Plus on fournit d'énergie, plus ça permet d'arracher violemment des électrons et donc de provoquer un courant I plus fort. Très bien. Par contre, on constate autre chose qui va sembler vraiment bizarre. Si on change la couleur de la lumière, des phénomènes bizarres se produisent. En fait, si la fréquence de la lumière augmente, le courant qu'on mesure augmente. Donc si la fréquence de la lumière diminue, le courant qu'on mesure diminue. Mais jusqu'à un certain point, si la fréquence de la lumière baisse en dessous d'une certaine fréquence, qu'on va appeler la fréquence seuil F0, là, aucun courant ne se produit. Et cette fréquence seuil, elle dépend de la nature du métal de la cathode C, mais ce phénomène de fréquence seuil ne dépend pas de l'intensité lumineuse. Donc, en d'autres mots, toi tu peux envoyer sur la cathode une lumière tellement intense qu'elle te paraît aveuglante, et bien si elle n'a pas la fréquence suffisamment élevée, elle ne va produire aucun courant. Imagine, tu éclaires avec la plus grosse ampoule rouge du monde, aucun courant n'est détecté dans ta cellule photoélectrique, alors qu'avec une ampoule bleue minable, tu arrives à provoquer un courant, par exemple. Tu te souviens, je prends cet exemple rouge et bleu parce que la lumière bleue a une fréquence plus élevée que la lumière rouge. Mais bon, de nouveau, la couleur au-delà de laquelle on observe un courant, ça dépend du métal de la cathode. Bon, alors toi, tu te demandes en quoi c'est bizarre. Eh bien, c'est parce que le modèle ondulatoire, il permettrait d'expliquer l'effet de l'intensité lumineuse, mais pas cette notion de fréquence seuil. Alors je m'explique. Avec une intensité lumineuse suffisante, ça devrait de toute façon arracher des électrons. Et avec une intensité faible, on pourrait imaginer qu'il faudrait plus de temps pour parvenir à créer un courant. Or, ce courant, il est instantané. Alors, pour te représenter la situation un peu plus clairement, imagine que les électrons sur la cathode sont un peu comme des pommes dans un pommier. Une onde lumineuse qui frappe la cathode, c'est un peu comme toi qui secoues le tronc du pommier pour en faire tomber les pommes. Transfert d'énergie sans transfert de matière. Eh bien, plus tes secousses sont intenses, plus tu arraches des pommes. Très bien. Plus la lumière est intense, plus on mesure du courant. Par contre, la fréquence de tes secousses détermine si tu parviens à arracher des pommes ou non. Comme si la secousse la plus violente du monde, à une fréquence insuffisante, ne parvenait pas à arracher une seule pomme.
même si on te laissait secouer pendant un temps infiniment long. Donc, au moment où on s'est rendu compte de ça, paf, c'est une impasse, quoi. Le modèle, on a trouvé un phénomène naturel que la physique ne parvient pas du tout à expliquer. Alors on se prend la tête un peu là-dessus pendant un petit temps, jusqu'à ce que un certain Albert Einstein propose d'utiliser une hypothèse qui a été faite par un autre brave type, Max Planck, concernant la nature de la lumière. Planck, lui, il avait travaillé sur l'émission de la lumière par des objets chauds comme un four, par exemple, alors que Einstein, lui, il travaille sur l'absorption de la lumière par ses cellules photoélectriques. Eh bien, bref, Einstein, avec spéciale dédicace à Planck, nous dit que l'énergie, elle est cédée par la lumière de manière discontinue dans l'espace et dans le temps. Elle se fait par des quantités indivisibles, des quantas ou photons. La lumière n'a ici pas le comportement d'une onde, mais celui d'une particule, le photon. T'imagines le choc, hein? On a passé plein de temps à prouver que la lumière était une onde au siècle dernier, et puis tout à coup, une nouvelle expérience qui dit « Ah ben non, ça marche pas ». Alors, bon, c'est très vexant, mais on va voir ce qui se passe. L'énergie donc d'un photon, Einstein nous dit qu'elle peut déterminer par une simple équation que l'énergie E est égale à H fois F. Et H, c'est la constante de Planck, qui vaut 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Et F, c'est la fréquence de la lumière en Hertz. Eh bien, l'intensité de la lumière, elle dépend donc du nombre de photons qui arrivent par unité de temps, et la couleur, qui dépend de la fréquence, elle exprime l'énergie qu'a chaque photon. Et sur base de ça, on va parvenir à expliquer l'effet photoélectrique. Regarde. Premièrement, il faut communiquer une énergie W pour arracher un électron à la cathode. Cette énergie W, c'est ce qu'on va appeler le travail d'extraction. C'est vraiment l'énergie à fournir pour arracher un électron à la cathode. Deuxièmement, les photons, quand ils atteignent la surface, on va considérer qu'ils communiquent instantanément toute leur énergie aux électrons. Par contre, les électrons, ils ne peuvent pas accumuler l'énergie de plusieurs photons. Donc, si l'énergie du photon H fois F est inférieure au travail d'extraction W, l'énergie communiquée par le photon à l'électron est insuffisante pour l'arracher. Donc, cette énergie va être dissipée en chaleur. Par contre, si H fois F est supérieur au travail d'extraction W, à ce moment-là, les électrons seront arrachés et partent avec une énergie cinétique correspondant à la différence entre l'énergie fournie H fois F et le travail d'extraction W. Donc en fait, quand on connaît la fréquence de la lumière, on connaît l'énergie que chaque photon va communiquer aux électrons, et en fonction de la nature du métal, on va pouvoir déterminer l'énergie cinétique avec laquelle chaque électron va partir. Alors, du coup, c'est une toute autre façon de revoir la manière dont la lumière se comporte, et ça a été tellement choquant que beaucoup de scientifiques ont refusé ça. Ils n'ont pas aimé l'explication proposée par Einstein. Et d'ailleurs, un d'entre eux, un certain Millikan, était tellement fâché qu'il a passé 10 ans à faire des mesures de l'énergie cinétique des électrons éjectés pour essayer de prouver qu'Einstein avait tort. Mais finalement, toutes ces mesures ont prouvé au contraire qu'Einstein avait raison. Et en raison de ça, Einstein a reçu un prix Nobel pour son explication de l'effet photoélectrique en 1915. Et Millikan, pour avoir prouvé qu'Einstein avait raison avec ses mesures, il a aussi reçu un prix Nobel, un peu malgré lui, vu que c'était tout à fait l'opposé de ce qu'il essayait de prouver. Il a reçu le prix Nobel en 1923. Donc finalement, tout le monde est content et on a une nouvelle explication du comportement de la lumière. Mais c'est juste que maintenant, le monde devient beaucoup plus angoissant parce qu'on se rend compte que la lumière peut être une chose et une autre. Et ces deux choses sont tout à fait contradictoires. La lumière peut être une onde et une particule. Elle est les deux. Et ça dépend dans quel contexte. Elle va se comporter comme une onde ou elle va se comporter comme une particule. Et il va falloir apprendre à vivre avec.